Moi aussi, moi aussi, je suis très heureux qu'on se retrouve. En effet, comme Jimmy l'a dit, en principe, il devrait y avoir Erwan Balanant à ma place sur cette scène, mais sa circonscription est tellement éloignée de Guidel, 150 mètres, qu'il n'a pas réussi à se libérer à temps, mais je vous promets que vous l'entendrez. Je suis très, très heureux pour des raisons que vous savez. Ces raisons sont la gravité des temps, l'importance des décisions que nous devons prendre, le climat que nous devons porter, la manière d'être qui doit être la nôtre, celle de notre famille politique, comme on dit, de notre courant politique, dans ce moment historique. En effet, comme Jimmy l'a dit, on a pris la décision alors que ce n'était pas du tout évident, parce que à l'époque, les précautions l'emportaient sur l'audace, mais il nous a semblé, tous ensemble, dans notre exécutif, avec tous nos responsables, avec Marc Fesneau, avec Patrick Mignola, avec Jean-Noël Barrot, avec les ministres au féminin et au masculin qui vont nous rejoindre tout au cours de ces journées. Avec Fabien, il nous a semblé que c'était le moment de manifester à la fois optimisme et volonté, que notre pays était tout entier pris par ce que le Covid a représenté pour tous et en particulier pour les plus fragiles. Qu'il y avait dans notre pays une très grande inquiétude sur cette question de savoir si nous allions pouvoir retrouver les liens, les contacts, les regards, les rencontres qui sont celles qui font notre vie. Et il nous a semblé que c'était pour une communauté comme la nôtre, le moment de marquer que nous voulions être de ce côté de la Renaissance, de ce côté de la volonté de vivre, de ce côté de la volonté de refaire ensemble une société civique, mais une société où on peut à nouveau rencontrer l'autre, et que c'était un geste au moment où tant de gens s'interrogeaient sur la vaccination, sur le pass sanitaire que nos députés, ils sont nombreux ici, examinaient. Et il nous a semblé que c'était le moment de rencontrer ici aussi les élus locaux, nombreux. Alors je félicite les Morbihanais que vous êtes. Je veux saluer le maire de Lorient, Fabrice Loher, qui est là au premier rang et que vous pouvez applaudir. Il nous a semblé que c'était le moment. Et je crois qu'on a très bien fait. Et probablement parce que les enjeux apparaissent aujourd'hui plus lourds, plus exigeants, qu'on ne pouvait les deviner il y a encore quelques mois. On vit dans la société française un moment où la démocratie est chahutée, et même assez souvent bouleversée par des prises de position qui sont toujours plus tranchées, toujours plus agressives, toujours plus violentes et à bien des égards inquiétantes. Et nous avons une responsabilité particulière. Et même si j'ose dire, nous avons deux responsabilités. La première de ces responsabilités, c'est une responsabilité historique parce que nous avons contribué puissamment avec nos alliés de En Marche, nous avons contribué puissamment à l'élection du président de la République. Et le rôle qu'Emmanuel Macron joue aujourd'hui, si j'ose dire, la prestance de président de la République qui est la sienne, le soin qu'il prend
d'aller profondément au cœur des problèmes qui se posent pour la France, pour l'Europe et pour le monde, au milieu des crises sans nombre que nous partageons. Cette responsabilité d'avoir participé à son élection, elle s'accompagne aussi de cette responsabilité, ne vous trompez pas, assez rare dans l'histoire, d'avoir été des acteurs, Patrick Mignola, président du groupe, et les sénateurs qui sont là, d'avoir été des acteurs engagés, constants, loyaux, ça va sans dire, et imaginatifs de la majorité, exigeants parce que nous croyons que la démocratie parlementaire, c'est important dans un pays comme le nôtre, et c'est important dans une époque comme celle que nous vivons, on aura l'occasion d'en parler beaucoup, mais exigeant et inventif. Et en 4 ans et demi, vous pouvez regarder les annales, en 4 ans et demi, ça n'est pas souvent que des majorités peuvent vivre sans crise profonde, sans contestation interne, sans complot des uns contre les autres, sans fronde, des périodes aussi agitées que celles que nous avons vécues. Personne, au moment où Emmanuel Macron a été élu, n'aurait songé à la gravité et à la fréquence des crises que nous avons traversées. Et donc, ça nous donne une responsabilité particulière. Il y a une deuxième responsabilité, c'est que les temps qui s'ouvrent sont des temps de défi. Les temps qui s'ouvrent sont si agités, cependant que Sarah El Haïry entre dans la salle et que Erwan Balanon l'accompagne. Et donc, je suis désolé Erwan, on a fait tout ce qu'on pouvait pour t'attendre, mais on a tenu compte de la distance qu'il y a entre ta circonscription et Guidel pour excuser ton absence. On était en train de travailler. Oui, ben, je n'en doute pas. Et nous aussi. Et donc, les temps sont tellement exigeants, ils présentent des défis tellement considérables que nous avons le devoir, et si je pouvais souligner ce mot 3 fois, je le soulignerais, nous avons le devoir de nous interroger sur notre action, nos organisations, la forme qu'elles doivent prendre pour être à la hauteur des défis de ces années qui viennent. Cette interrogation, comme vous le savez, nous, tous ensemble, les responsables du mouvement, ont pensé qu'il était juste de transformer cette interrogation en proposition, et cette proposition, c'est celle de construire le pôle central de la vie politique française pour les années et, je crois, les décennies qui viennent. Alors, je veux m'arrêter une seconde sur cette idée. Je ne crois pas qu'un parti politique, ça soit fait pour une élection. Je ne crois même pas qu'un parti politique soit fait pour une personne. Je crois qu'un parti politique, c'est un puissant courant philosophique, politique, doctrinal. On dit doctrinal chez nous parce qu'on n'aime pas le mot idéologique qui apparaît trop systématique. Mais tout ça, c'est la même chose. Une vision du monde qui ne ressemble à aucune autre. En même temps, un courant politique, c'est une implantation locale, des réseaux d'actifs, d'acteurs, de sympathisants, d'élus, et ça joue naturellement un rôle très important. Troisièmement, une formation politique, c'est, Peggy disait, une amitié et une cité. Qu'est-ce que ça veut dire, une amitié et une cité? Ça veut dire qu'il y a entre nous des liens qui dépassent de beaucoup l'intérêt électoral, la recherche de mandats, l'avantage qu'on peut tirer de telle ou telle situation. Il y a entre nous des liens qu'on appelait
en latin affectio societatis. Nous aimons être ensemble. Nous nous connaissons, pour beaucoup d'entre nous, depuis des années. Nous avons éprouvé ce que sont les difficultés ensemble. Nous avons traversé les épreuves et peut-être même les déserts, sans jamais nous laisser décourager. Et ça a au moins une vertu, c'est que ça forge une solidarité. Ça forge cette chaîne qui nous soude. Et enfin, une organisation politique, ce sont des leaders, des responsables, qui, ensemble, assument devant l'opinion publique les prises de position et le destin d'une famille politique. Mais nous avons éprouvé, nous, et pas seulement nous, nos amis et nos alliés aussi, le fait que notre organisation actuelle ne suffisait pas. On a vécu les municipales et les régionales, et on a vu tous ensemble que, allez, je vais le dire d'une manière absolument retenue, qu'on pouvait faire mieux. Nous avons vu tous ensemble que l'état actuel de nos organisations, du fonctionnement de nos ententes, ne permettait pas de lancer le grand mouvement de persuasion, de conviction, de conquête de l'opinion que nous estimons indispensable. Je suis sûr que tous vous avez été frappés de ça. Nous connaissons tous des dizaines de personnes dont nous croyons, nous savons, qu'elles partagent la manière de voir, les valeurs, comme on dit, qui sont les nôtres. Est-ce qu'elles s'engagent? Non. S'engagent au moment de l'élection présidentielle, mais ça ne se perpétue pas dans le temps. On sait très bien, nous aussi, au moment de l'élection présidentielle de 2007, on a fait des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers d'adhérents en 2 semaines. Mais après, il faut s'enraciner. Après, il faut que la soudure prenne. Et c'est de ça, j'en suis persuadé, dont nous avons besoin aujourd'hui. Et comme tout le monde a fait la même expérience, alors je crois que c'est le moment de faire un pas en avant, à une condition que j'ai exprimée de toutes les manières, mais je vais la redire sous cette forme. Cette condition, c'est que personne de ceux qui vont participer, ou qui, nous l'espérons, vont participer à l'édification de cette nouvelle organisation, personne ne perde rien de ce qu'il est, ni de ce qu'il a. Parce que c'est tout à fait légitime que chacun soit fier et ait la volonté de défendre ses choix et son être profond. Nous avons une histoire. Dieu sait, ce n'est pas moi qui vais dire le contraire. Nous avons une histoire. Et cette histoire, elle est une partie de notre sève. C'est ça qui nous constitue. On a tous ensemble vécu et ceux qui nous précédaient ont vécu. Quelque chose de tout à fait essentiel. Je veux simplement rappeler qu'on va célébrer dans 2 ans le 100e anniversaire du premier mouvement du courant politique auquel, d'une manière ou d'une autre, nous nous rattachons, en tout cas auquel moi je me rattache. C'était la création en 1924 du Parti démocrate populaire. Je regarde Jean-Noël Barrot parce qu'on en parle souvent. Le Parti démocrate populaire, il a une caractéristique que je tiens à rappeler devant vous. C'est le seul parti qui ait dit non aux accords de Munich. D'une manière ou d'une autre, tous les autres partis, je mets le Parti communiste à part à cet instant, tous les autres partis ont applaudi aux accords de Munich. Et ce mouvement, le Parti démocrate populaire, avait un petit journal qui s'appelait l'Aube,
l'éditorialiste de l'Aube a eu une destinée d'abord glorieuse et après tourmentée, puisque c'était Georges Bidault, c'était un jeune agrégé d'histoire et géographie qui était professeur dans un lycée parisien, et il était l'éditorialiste de l'Aube, et il finit son éditorial sur les accords de Munich par cette phrase que je ne me lasserai jamais de citer: lorsqu'il s'agit de dire non, le meilleur moment, c'est le premier. Et ce que voulait dire cette phrase dans ce moment historique tellement particulier, c'est que nous portions un idéal qui ne pouvait céder devant aucune menace, qui ne pouvait céder devant aucune épreuve de force. Lorsque l'essentiel est en jeu, ce grand courant politique est un courant politique intransigeant. Et le moment que nous vivons, les thèmes qui sont évoqués dans les campagnes électorales par les intervenants divers et variés, est un moment où il est bon de savoir sur quoi on est intransigeant. Quelles sont les convictions, quelles sont les règles, quels sont les principes sur lesquels nous ne céderons pas. Et ceci est d'une certaine manière, cette affirmation est d'une certaine manière un guide pour ce que nous avons à faire. On a besoin de réunir les forces de tous ceux qui croient la même chose, qui ont les mêmes certitudes en termes de principes et de valeurs, qui sont à la même hauteur d'idéal, pour qu'ils soient plus forts ensemble, ayant expérimenté que divisés, leur force était insuffisante. Voilà un des thèmes majeurs de ces journées que nous allons vivre. Comme vous avez vu, cette proposition, dont il faut mettre au point tous les détails et tous les principes, mais cette proposition a été accueillie avec intérêt par nos alliés. Ils vont avoir l'occasion, par nos amis et par nos alliés, ils vont avoir l'occasion de venir s'exprimer sur ces sujets devant nous. Ce n'est pas si tout le monde mesure les risques que nous traversons. On est dans un univers géopolitique. Je salue les députés européennes et européens qui sont là. On est dans un moment où l'équilibre de la planète en termes de puissance est profondément déstabilisé. On est dans un moment où des événements planétaires, je pense évidemment à tout ce qui touche à l'environnement, à la préservation de notre patrimoine, à la sauvegarde d'équilibres qui sont aujourd'hui très menacés. Tout le monde mesure ce que ça veut dire, les équilibres démographiques sur lesquels j'ai eu l'occasion de m'exprimer comme commissaire au plan, posent des problèmes qui sont devant nous comme une bombe à retardement. Quand vous avez des continents et des régions de la planète entière qui vivent à la fois la pauvreté et l'explosion démographique, et que vous avez d'autres zones opulentes, riches, qui, elles, au contraire, connaissent une dépression démographique, alors il se passe inéluctablement ou intervient inéluctablement une menace de vase communicant. Et depuis que le monde est monde, songez à ce qui s'est passé pour l'Empire romain, pour la Grèce, depuis que le monde est monde, chaque fois qu'une situation de cet ordre s'est créée, évidemment, ça a entraîné des drames impossibles à maîtriser. Et la disparition
de ceux qui se trouvaient dans la situation d'être opulents et débordés. Crise immense. La démocratie, qu'on croyait il y a quelques années encore être le destin commun de l'humanité, être inéluctable devant nous tous, devant nous d'abord, bien sûr, mais devant tous les pays européens, et puis après devant toutes les grandes régions du monde, qu'on croyait devoir s'établir d'une certaine manière d'elle-même. La démocratie est aujourd'hui profondément discutée dans son essence même. C'est évidemment le cas de l'immense empire chinois, qui est lui-même devant des questions intimidantes. 1,3 milliard de personnes dont les démographes disent qu'elles pourraient se retrouver à 600 000 dans quelques décennies, à 600 millions dans quelques décennies. Divisé de moitié. Et la Chine elle-même, qui avait adopté, vous savez, la politique autoritaire de l'enfant unique et l'interdiction d'avoir 2 enfants, l'interdiction imposée d'avoir 2 enfants, vient de dire 2 enfants et même 3 enfants s'il le faut, parce qu'ils vivent la menace immédiate sur leur existence. Mais la Chine a choisi un modèle politique qui n'est pas du tout celui-là, qui est le modèle de l'impérium, de la maîtrise, de la prise de contrôle des vies individuelles au bénéfice de l'intérêt collectif tel que défini par le parti. On dit qu'il y aura en Chine plus d'1 caméra par habitant d'ici quelques mois ou quelques années. Et peut-être il ne vous a pas échappé, parce que c'est un cadre pour notre réflexion aussi, il ne vous aura pas échappé que la Chine vient de renouer avec le caractère révolutionnaire, économique et social de son histoire, puisque désormais, si on écoute attentivement, la chasse aux milliardaires est ouverte. Hier, on disait c'est l'ultralibéralisme et l'explosion des richesses matérielles sous le contrôle du parti. Aujourd'hui, le contrôle du parti est resté, mais le contrôle des situations sociales est aussi, semble-t-il, en cours. Immense affaire. L'Inde, en proie à des tensions identitaires considérables, et qui va dépasser la Chine en termes de population, avec toutes les difficultés que cela signale, et puis l'immense continent africain, à nos portes, avec des liens avec nous qu'aucun ne peut nier, et qui, elle, va connaître, cette Afrique, une explosion démographique pour l'instant absolument pas maîtrisée, et une explosion parallèle de la pauvreté. Si on ne voit pas ça, on ne voit rien. Si on ne voit pas que l'alliance traditionnelle avec les États-Unis, que les plus atlantistes d'entre nous, je n'en ai jamais été, considéraient comme allant de soi, parfaitement naturel, que l'Amérique était là pour préserver, protéger, garantir nos libertés et la suite, ben, ils viennent de découvrir une fois de plus, mais il fallait une certaine naïveté historique pour croire le contraire, ils viennent de découvrir une fois de plus que l'Amérique n'hésitait jamais à sacrifier ses intérêts, ses principes à ses intérêts. Et celui qui ne voit pas que ça pose à l'Europe des questions absolument vitales, celui-là ne voit rien. Est-ce que je puis simplement remarquer avec vous que toutes ces questions-là
non seulement nous les avons identifiés, nous les avons posés, et nous y avons apporté au moins des orientations de réponse. Pas assez puissant, pourquoi il faut devenir puissant, mais on ne s'est pas trompé dans ces orientations-là. Et on ne s'est pas trompé non plus sur les crispations internes à la France, qui sont, comme chacun d'entre nous le sait, considérables, qui vont avoir sur la campagne électorale et la suite des conséquences très, très importantes, qui menacent notre équilibre avec un travail assidu pour essayer de répondre, mais bien des réponses qui demeurent encore à formuler dans la manière dont nous voyons l'avenir du pays. Nous sommes à ce rendez-vous-là. Et c'est parce que nous sommes à ce rendez-vous-là, nous avons identifié, combattu l'abstention par archaïsme de la manière dont est organisée la démocratie française, dont sont organisées les élections, dont est oublié, j'allais dire méprisé, le principe de représentation auquel tout le monde devrait avoir accès, tous les Français, pourvu qu'ils représentent un nombre d'électeurs respecté, 1 million d'électeurs, 5% c'est 1 million d'électeurs à peu près, devraient avoir accès à la représentation. Et le Parlement aurait un autre visage, et les débats au Parlement prendraient un autre sens. Et la fonction gouvernementale elle-même obligerait à entendre, à rassembler, à représenter des courants. C'est absolument comme ça que De Gaulle voyait la Ve République. On aura l'occasion de s'en expliquer. On a vu tout ça. On a vu les problèmes de la démocratie. Excusez-moi de dire que la manière dont a été écartée la banque de la démocratie, que nous avions proposée et même imposée dans l'élection présidentielle et législative de 2017, cette institution qui garantissait que si vous êtes un courant politique représentatif, alors vous n'avez pas à aller supplier les banques privées de vous prêter de l'argent parce qu'il y a quelque chose au-dessus de l'intérêt des banques privées, c'est l'intérêt général, c'est la démocratie. On ne s'est trompé sur aucun de ces points. Alors maintenant, il s'agit de se poser la question des pas en avant que nous devons faire. Et moi, je pense que c'est une responsabilité éminente que celle d'une famille politique qui peut contribuer puissamment à construire une organisation nouvelle, un pôle de référence pour l'ensemble de la vie politique française, pour les soutiens et pour les opposants. Au moment où tout le monde se divise, au moment où d'un bout à l'autre de l'échiquier, on n'a que des compétitions de personnes, d'égos, d'excès, avec la sissiparité qui fait que partout, chacun construit son propre bidule. Nous, que nous choisissions, si nous le choisissons, de rassembler, de réunir, d'unifier dans le respect de chacun, alors je trouve que ça a une signification qui dépasse de beaucoup les frontières des partis politiques. Décision de responsabilité dans un moment d'immense gravité, dans un moment d'immense menace. Alors c'est un combat décennal. Je l'ai moi-même mené avec mes amis, dont beaucoup sont dans cette salle. Je considère qu'on peut aujourd'hui le porter jusqu'à la réalité. Que ce ne soit plus une intention, mais qu'on doive le réaliser ensemble. Ce jour-là, si nous le faisons,
si nos amis le veulent, et tout ça on le définira ensemble. Si nous le faisons, alors je trouve que nous aurons fait pour notre pays quelque chose qui vaut la peine, quelque chose dont on se souviendra. C'est pourquoi cette université de rentrée est très importante. C'est pourquoi ceux qui l'ont organisée ont beaucoup de mérite et ceux qui viennent y participer, beaucoup de chance. Merci beaucoup.